Alors, on va tout d'abord commencer par la mise en place de la cavité célomique. Alors, pourquoi cavité célomique? Parce que ça provient du mot célum et c'est la cavité primitive du tronc. Ça veut dire que le tronc était une cavité unique formée par la cavité pleuropéricardique, la cavité péritonéale, qui n'étaient pas séparées. Et vous savez que par la suite, il y a la formation du diaphragme primitif ou le septum transversum qui va cloisonner donc la cavité du tronc en deux parties, une partie thoracique et une partie abdominale. Alors, l'embryon, à un stade assez précoce, au cours de la troisième et de la quatrième semaine du développement embryonnaire, était un simple double disque, un disque supérieur et un disque inférieur, ou un disque dorsal et un disque ventral. Alors, au cours de ce développement précoce, il va y avoir un phénomène de développement latéral et axial, ce qui fait que la couche supérieure va étrangler en quelque sorte le disque inférieur, créant un tube. Alors, regardez, vous avez ce phénomène d'étranglement, de plicature, qui va créer ce tube. Alors, je repasse la vidéo. Alors, ce tube, c'est le tube digestif primitif. Et la cavité entre le rose et le vert, c'est la cavité péritonéale primitive. Là, c'est la cavité péritonéale primitive. Alors, ça, c'est la coupe AA', c'est-à-dire si on essaie de voir en volume, ça nous donne le soma de l'embryon, le corps de l'embryon. À l'intérieur, vous avez le tube primitif, digestif primitif, et la vésicule vitelline, qui fait partie donc du cellum extra-embryonnaire. Là, c'est le diaphragme primitif ou ce qu'on appelle le septum transversum. Mais en fait, il y a une sorte d'amalgame sur le plan de nomenclature. Le septum transversum n'est pas le diaphragme primitif. Pourquoi? Parce que le diaphragme est formé de quatre parties, entre autres le septum transversum. Donc, vous voyez les quatre couleurs, hein, l'orange, le bleu, le blanc et le rouge. Et en fait, ces quatre couleurs vont former le futur diaphragme. Ça veut dire que le diaphragme qui va cloisonner les deux cavités thoraciques et abdominales, ou de les séparer, le diaphragme, ça provient de l'origine latine diaphragma, ça veut dire à travers une cloison, et il provient même de la musculature intercostale, pour le rouge, ça provient du page, pour le blanc, et puis ça provient d'une partie musculaire. Ce sont à l'origine des muscles charnus, enfin d'une partie charnue qui provient donc d'une origine musculaire. Alors, le septum transversum, c'est la partie toute antérieure et c'est la partie tendineuse. C'est la future partie tendineuse du diaphragme avec les trois folioles centrales. Alors là, sur cette vidéo, on va voir le devenir de cette cavité célomique primitive. Alors là, c'est une qui passe, on va considérer qu'elle passe par l'abdomen, avec, vous avez là l'aorte primitive, un vaisseau, et puis vous avez là le tube digestif primitif. Et vous voyez que toute la cavité est remplie par un mésenchyme, par des cellules mésenchymateuses primitives, qui remplissent toute la cavité célomique, toute la cavité abdominale, on va dire, péritonéale. Et au fur et à mesure du développement, il va y avoir un phénomène d'involution, ce qui fait que ces cellules ne persistent que sur le pourtour du digestif et de la paroi, de la partie profonde de la paroi abdominale. Regardez, et là, ça va nous donner, en fait, les deux feuillets, le feuillet viscéral du futur péritoine et le feuillet pariétal. Alors, le feuillet viscéral, ce qu'on appelle également splanchnopleur, et le feuillet pariétal, ce qu'on appelle également la somatopleure. Alors, il y a certainement une zone de transition entre les deux, et c'est ce qu'on appelle les mésos. Alors, un méso est une lame péritonéale porte-vaisseau, dans laquelle on va trouver les vaisseaux qui vont se diriger depuis le rétropéritoine, depuis les gros vaisseaux, notamment l'aorte abdominale primitive, jusqu'au viscère.
Alors, de là, on peut tirer une première conclusion. Au niveau de la cavité abdominale, péritonéale, il n'y a pas de vaisseau qui circule en dehors des mésos. Le vaisseau ne peut accéder à la cavité péritonéale qu'en traversant, voilà, qu'en étant, pardon, inclus dans une méso. Il n'y a pas de vaisseau flottant. La deuxième conclusion qu'on peut tirer rapidement aussi, c'est que la cavité péritonéale est une cavité partout continue. Ça veut dire à chaque fois qu'on fait une coupe, on trouve la continuité des feuillets viscéraux et pariétaux. Et c'est pour ça que peut-être Richard, il va vous le dire, à chaque fois qu'on fait un schéma sur un tableau, notamment la coupe L1, la célèbre coupe L1, dès qu'on prend la craie et on commence à schématiser le péritoine, on ne doit jamais lever la craie du tableau. Ça veut dire que notre point de départ représente tout de même toujours notre point d'arrivée. Alors, à la 4e semaine, vous avez cette coupe sagittale schématique d'un embryon. Vous avez là l'avant, le haut, le bas, l'arrière, l'aorte abdominale primitive, et on a en fait 3 vaisseaux primitifs, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Et chacune de ces 3 artères va vasculariser un segment correspondant de l'intestin primitif, à savoir le tronc cœliaque qui va vasculariser l'intestin complet, la mésentérique supérieure qui va vasculariser l'intestin moyen et la mésentérique inférieure qui va vasculariser l'intestin inférieur ou postérieur. Alors, pourquoi on l'appelle également postérieur? Parce que tout simplement, il est plus proche de la paroi dorsale que les autres intestins. C'est pour ça qu'on l'appelle intestin postérieur. Donc là, vous voyez, l'intestin antérieur, c'est le futur oesophage abdominal, estomac, bourgeon duodéno-pancréatique. L'intestin moyen, c'est le futur intestin grêle pour la branche supérieure et une toute petite partie de la branche inférieure juste là. Le bourgeon sécal, vous voyez la souris bouger, et puis là, le reste du côlon jusqu'à l'angle colique gauche. L'angle colique gauche, c'est ce point-là. Donc vous avez 2 points clés. La jonction intestin antérieur, intestin moyen, c'est là, c'est l'angle duodéno-jéjunal. Et puis, on a notre anse de l'intestin moyen, ce qu'on appelle également l'anse ombilicale. Et là, vous avez le deuxième point, c'est l'angle colique gauche. L'intestin postérieur ou l'intestin terminal ou l'intestin inférieur va de l'angle colique gauche, qui est ce point-là, jusqu'à l'anus primitif ou ce qu'on appelle le proctodium. Et il est vascularisé par la mésentérique inférieure et il représente donc le côlon descendant, iliaque et sigmoïde, et puis même la partie supérieure du rectum. Alors vous voyez ici également ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle le mésentère dorsal. Alors c'est quoi le mésentère dorsal? C'est le méso dans lequel passent ces 3 artères primitives, le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure et inférieure, puisqu'on a dit tout à l'heure, il y a 2 secondes, que ces vaisseaux ne peuvent cheminer qu'à l'intérieur des mésos. Et donc, c'est un méso partout continu qui va depuis le méso-oesophage, derrière l'œsophage, jusqu'au mésogastre, derrière l'estomac, jusqu'au mésoduodénum, jusqu'au mésentère commun, c'est le mésentère dans lequel, c'est le méso dans lequel vous avez la mésentérique supérieure, et jusqu'au mésoterminal, c'est-à-dire le méso dans lequel vous allez avoir l'artère mésentérique inférieure. Par contre, en avant, on a un mésentère ventral, et ce mésentère ventral n'existe qu'au niveau de l'intestin antérieur, c'est-à-dire en avant de l'estomac. Il va du bord antérieur de l'estomac primitif, parce que l'intestin primitif, l'estomac primitif a un bord antérieur et un bord postérieur. On verra tout à l'heure que les 2 bords antérieurs et postérieurs vont être respectivement la petite et la grande courbure de l'estomac, gauche et droite. Et ce mésentère ventral, donc, existe en avant de l'estomac. Il arrive jusqu'à la paroi abdominale antérieure et dans lequel se développe le foie. Et donc, le foie va cloisonner ce mésentère ventral en 2 parties. Une partie entre l'estomac et le foie. C'est le futur petit omentum, ou ce qu'on appelait auparavant le petit épiplan. Et une partie en avant du foie,
jusqu'à la paroi abdominale, et donc c'est le futur ligament suspenseur du foie ou le ligament falciforme. Alors, comme vous savez, je pense en majorité, vous faites de la chirurgie digestive ou de la viscérale, grosso modo. Ce futur ligament falciforme se continue par un ligament vascularisé, vous le connaissez, c'est le ligament rond. Et là, c'est la veine ombilicale qui fait partie du cordon ombilical qui constitue la limite inférieure de ce mésoventral. Et c'est pour ça que chez l'adulte, vous avez plutôt le ligament falciforme qui se continue par le ligament rond jusqu'à l'ombilic. C'est bon, c'est bon pour le moment, je continue? Oui? D'accord. Alors, on va donc entamer tout de suite le mésentère ou le mésogastre ventral, c'est-à-dire la partie du péritoine qui est en avant de l'estomac. Alors, regardez la première vidéo, qui est une vidéo clé pour le développement de la cavité péritonéale. Je m'explique. Alors, l'organe qui se développe le plus rapidement, de la façon la plus importante, au niveau de la cavité abdominale, c'est le foie. Et il se développe d'une façon différentielle, de façon que le lobe droit se développe d'une façon plus importante que le lobe gauche. Et c'est pour ça qu'on a un lobe droit plus volumineux que le lobe gauche. Alors, ce sont des phénomènes d'induction génétique programmée. Alors, ça, c'est la première théorie. Il y a également une deuxième théorie que défend Claude Gillot, c'est que le foie est formé de 3 bourgeons primitifs. Un droit, un médian et un bourgeon gauche. Mais ce n'est pas en contradiction avec cette théorie, puisque le bourgeon droit va devenir le lobe droit, le bourgeon gauche va devenir le lobe gauche, et le bourgeon médian va involuer en devenant un petit pont médian dans lequel vous allez trouver la plaque hilaire. Alors, ce foie, il se développe d'une façon très importante, et c'est lui qui va dicter l'emplacement des organes que je vais appeler organes victimes, parce qu'il occupe quasiment les 2/3 de la cavité péritonéale. Il oblige donc les autres organes à se placer dans l'espace qui reste. Regardez cette coupe. Vous avez ici d'avant en arrière, parce que au premier stade, à la 4e semaine, tous les organes ils sont sagittaux et médians sur la ligne médiane. Alors vous avez d'arrière en avant l'aorte, le bourgeon splénique, l'estomac et le foie, alignés sur une même ligne. Alors, vous avez ici, derrière l'estomac, le mésogastre dorsal, dans lequel va se développer la rate et le pancréas. Et en avant de l'estomac, le mésogastre ventral, dans lequel va se développer le foie. Alors, comme le lobe droit du foie se développe d'une façon plus importante que le lobe gauche, alors il va y avoir une sorte de bascule du foie vers l'arrière et la droite. Alors là, c'est la droite. On va voir. Alors, regardez. Alors, le lobe droit qui a occupé toute la partie droite de l'abdomen, obligeant la rate et l'estomac à se placer du côté gauche. Et là, on va voir par la suite une formation d'une néocavité qui n'existait pas au départ. Regardez, elle est en train de se creuser. C'est l'arrière-cavité des épiplans. Alors, l'arrière-cavité des épiplans est un diverticule de la cavité péritonéale qui n'existait pas à un stade précoce, mais qui apparaît suite au mouvement des organes sus-mésocoliques, de façon que la rate se place en arrière et à gauche, et elle constituera la limite gauche de l'arrière-cavité des épiplans. Là, ici, entre la horte et la rate, vous allez avoir le pancréas, c'est la limite postérieure de l'arrière-cavité des épiplans, et puis en avant, vous allez avoir l'estomac, c'est la limite antérieure de l'arrière-cavité des épiplans, ce qu'on appelle également la bourse omentale. Alors, ce repli du péritoine entre l'estomac et le foie, c'est le petit omentum. Ce repli entre le foie et la paroi, c'est le ligament suspenseur ou le ligament falciforme. Donc, en définitive, chez l'adulte, on va avoir le foie qui est à droite, qui déborde légèrement sur la gauche avec son lobe gauche, l'estomac qui devient frontal alors qu'il était sagittal, avec une face antérieure, une face postérieure, un bord droit, un bord gauche qui est la grande courbure et un bord droit qui est la petite courbure, et puis une rate très profonde dans l'hypocondre gauche, quasiment caché par les côtes, et puis un pancréas très postérieur
qui constitue donc la limite postérieure de cette arrière-cavité visible. Alors, juste, je rebondis sur le développement du foie. Donc, j'ai dit qu'on a un gros lobe droit et un petit lobe gauche, mais également la théorie des trois bourgeons, gauche, médian et droit. Là où c'est important pour la théorie de Claude Gillot, c'est que les trois bourgeons, et ça a été démontré dans les travaux de Godwelski, que chacun des trois bourgeons est vascularisé par une artère digestive primitive. Le lobe gauche est vascularisé par l'artère hépatique gauche, branche de la gastrique gauche, donc du transiliac. Le lobe médian est vascularisé par l'hépatique, la future hépatique propre, et le lobe droit est vascularisé par l'artère hépatique droite, branche de la mésentérique supérieure. Alors, au fur et à mesure du développement, il va y avoir un phénomène d'involution vasculaire, ce qui fait que de 70% des cas, il ne persiste que l'hépatique propre, alors que la gauche et la droite disparaissent. Alors, s'il persiste une gauche ou une droite, ou même les trois, on aura toutes les combinaisons statistiques pour avoir des variations anatomiques de la vascularisation artérielle hépatique et toutes les conséquences qui en découlent pour la chirurgie hépatique, pour la transplantation hépatique à donneur vivant, pour la chirurgie gastrique, etc. Bon, ce n'est pas le sujet, mais je vous renvoie sur les articles publiés par Richard Douard, moi-même également, sur le sujet et sur les variations de la vascularisation artérielle du foie. C'est assez intéressant. Alors, toujours dans le foie, là vous voyez sur ce schéma un bourgeon hépatique, l'ébauche gastrique, et puis ce disque-là qui représente le septum transversum ou la majeure partie du diaphragme primitif. Et regardez, les cellules hépatiques, en se développant, se développent en contact intime avec le diaphragme primitif. Ceci va nous donner une aire qui serait une partie du foie qui serait complètement accolée au diaphragme, donc elle ne serait jamais recouverte de péritoine. C'est ce qu'on appelle l'area nuda ou l'aire nue, parce que le péritoine n'a jamais réussi à s'incruster entre le foie et le diaphragme à ce niveau. Et cette aire va donner chez l'adulte, regardez sur cette dissection, vous avez ici, en pointillé, le tracé de cette aire extra-péritonéale ou non péritonisée. C'est l'aire du ligament coronaire. Alors, sur cette vue postérieure du foie, ou la vue pariétale, le bord droit du ligament coronaire, c'est le ligament triangulaire droit, qui est plus large que le gauche. Voici l'aire du ligament triangulaire gauche. Et puis, en avant, c'est le ligament falciforme. Et en arrière, c'est le ligament d'Arancius. C'est pour ça qu'on dit que le ligament triangulaire droit, la lèvre antérieure du ligament triangulaire droit se prolonge par le bord droit du ligament falciforme. Également, la lèvre antérieure du ligament triangulaire gauche se prolonge par la lèvre gauche du ligament falciforme. Et puis, les lèvres postérieures des deux ligaments triangulaires droit et gauche forment par la suite en arrière le ligament d'Arancius qui est juste à côté de la veine cave inférieure rétro-hépatique à ce niveau. Alors là, regardez, sur cette dissection, vous avez en haut ici le diaphragme, le foie, et puis vous avez la lèvre antérieure du ligament triangulaire droit et la lèvre antérieure du ligament triangulaire gauche qui fusionnent pour former le ligament falciforme. Et là, vous voyez la différence entre cette zone et cette zone. Donc là, c'est la zone extra-péritonéale, c'est l'area nuda, c'est le début du ligament coronaire. Et là, vous avez au centre la veine cave rétro-hépatique qui est très courte. Alors, je vous rappelle que la veine cave a plusieurs segments, un segment infrarénal, un segment rénal, un segment suprarénal et par la suite un segment rétro-hépatique qu'on peut-être préfère d'appeler le segment intrahépatique parce qu'on avait démontré que chez l'embryon, il y a toujours des cellules hépatiques derrière la veine cave, donc c'est plutôt un segment intrahépatique et non pas rétrohépatique. Et à la fin, le segment rétro et suprahépatique qui va traverser le diaphragme pour aller à l'oreillette droite. Donc cette zone, donc j'ai dit que c'est une zone non péritonisée plutôt. Alors je vais
maintenant parler du mésogastre dorsal. Alors pour le mésogastre dorsal, je vais commencer tout d'abord par le développement de l'estomac. Alors l'estomac qui était un tube, un simple tube avec un orifice supérieur, un orifice inférieur, sagittal médian, avec un bord antérieur et un bord postérieur, va se développer de façon qu'on va plutôt constater une sorte de rotation qui est la suivante. Alors, regardez, il va y avoir un développement du bord gauche plus important que le bord droit. Ça va former la grande courbure et la petite courbe. Donc, ce développement différentiel je veux dire plus important du bord postérieur qui deviendra le bord gauche par rapport au bord antérieur qui va devenir la petite courbure, va nous donner l'impression que cet estomac a subi une rotation de façon qu'il était tout d'abord sagittal médian, il va devenir frontal. Le bord postérieur va devenir la grande courbure, le bord antérieur va devenir la petite courbure. Par la suite, il va y avoir aussi une petite rotation de 45 degrés qui va nous donner une sorte de bascule de l'estomac, de façon que l'orifice supérieur, c'est-à-dire le cardia, va descendre un tout petit peu en bas et à gauche, et le pylore, qui est l'orifice inférieur, va remonter un tout petit peu en haut et à droite. Alors regardez, là on est en train de tourner, et puis là c'est la formation du cardia, la formation du pylore. Vous allez voir que le pylore va remonter un tout petit peu vers le haut, et le cardia va descendre un tout petit peu vers le bas pour nous donner donc la position définitive de l'estomac. Voilà. Encore définitif, la grande courbure, l'angle de His, le cardia, la petite courbure, l'angle de la petite courbure. Alors, je vous rappelle que l'angle de la petite courbure, c'est la jonction de la partie verticale et de la partie horizontale de la petite courbure. Alors, c'est un repère endoscopique en imagerie très important pour déterminer la localisation du tumeur gastrique. Est-ce qu'on a dépassé ou on n'a pas dépassé l'angle de la petite courbure pour savoir quel type de gastrectomie on devrait faire pour un cancer de l'estomac. Alors là, c'est le pylore. Alors là, sur cette vidéo, je vais ajouter les vaisseaux et le péritoine. Alors regardez bien, vous allez constater qu'on garde toujours le même phénomène de rotation de l'estomac, mais là, il y a la rate qui est juste là, qui est en train d'attirer le péritoine qui est derrière l'estomac vers la gauche. Rappelez-vous de la coupe que j'ai mis il y a 2 secondes. Je vais la mettre tout de suite. Voilà. C'est à peu près ça. Et puis la rate qui est en train d'attirer le péritoine vers la gauche pour la formation de l'arrière cavité des épiplan, évidemment. La rate est là. Voilà. Et puis, l'aorte ne bouge jamais. Le point de naissance ou le point d'origine des vaisseaux ne bouge pas également. Par contre, l'arc vasculaire des différents vaisseaux va être attiré par le mouvement des organes. Et là, par exemple, vous avez la coronaire stomachique ou la gastrique gauche. Là, vous avez la gastrique droite. Et en arrière, là, vous avez l'artère splénique qui va suivre les mouvements de la rate. Alors, ce qui est important, c'est que ce péritoine va être attiré à gauche par la rate, va se développer de façon qu'il va déborder en bas la grande courbure de l'estomac, formant une poche ou une néopoche péritonéale. C'est ce qu'on appelle la bourse omentale. Alors cela, c'est le futur grand épiplan. Et je vais vous expliquer tout à l'heure que le grand épiplan est une sorte d'annexe ou de prolongement du péritoine de l'estomac. Alors là, vous voyez une sorte de porte d'accès. Alors si là, le petit épiplan n'est pas schématisé, il ne le faut non plus, mais si on ouvre le petit épiplan à ce niveau, on aura une sorte de porte d'accès bordée par 2 gardiens, la faux de la gastrique gauche et la faux de la gastrique droite. 2 artères qui font comme ça. Et puis c'est une porte d'accès à l'arrière cavité des épiplans. C'est un des moyens qui nous permet d'explorer l'arrière cavité des épiplans.
et c'est un foramen qu'on appelle le foramen bursi omontalis, c'est-à-dire le foramen de la bourse omontale ou de l'arrière-cavité des épiphytes. Alors là, sur cette vidéo, j'ai enlevé l'estomac, je n'ai gardé que la rate, le péritoine et les vaisseaux. Alors, regardez comment les vaisseaux, ils vont suivre les mouvements des organes, l'artère splénique là également, la rate qui va attirer le péritoine vers la gauche, et puis on aura donc la formation de ce diverticule de la cavité péritonéale qu'on appelle l'arrière-cavité des épiplans, avec la rate qui est la limite gauche, l'estomac qui est enlevé ici, c'est la limite antérieure, et le pancréas en arrière qui est la limite postérieure. Et cette arrière-cavité des épiplans se prolonge en bas par une sorte de sac, et on verra tout à l'heure ce sac qui va devenir le ligament, qui va devenir le grand tomentum ou le grand épiphyte. Alors sur cette représentation schématique, donc là vous avez le péritoine gastrique, l'estomac étant transparent. Ici l'artère splénique qui va à la rate, le foramen bursi omontalis qui est bordé par la gastrique gauche et la gastrique droite qui vont former le cercle artériel de la petite courbure gastrique. Et là, c'est le point d'accès à l'arrière-cavité du péritoine. Là, c'est le cercle artériel de la grande courbure formé par la gastro-omontale gauche, branche de la splénique collatérale donc de la splénique, et la gastro-omontale droite, terminale de la gastro-duodénale. Et puis là, le prolongement inférieur de ce péritoine de l'arrière-cavité des épiplans qu'on appelle la poche épiploïque ou futur grand épiplan. Alors effectivement, on va en parler tout de suite. Alors regardez, sur ce schéma, vous avez là, sur cette coupe sagittale paramédiane, l'estomac. Par la suite, une cavité, c'est l'arrière-cavité des épiplans, et tout à fait en arrière, le pancréas. Donc la limite antérieure, c'est l'estomac, la limite postérieure, c'est le pancréas, la limite gauche, je viens de le dire, c'est la rate. Mais c'est quoi la limite inférieure maintenant? C'est le mésocollant transverse et le collant transverse. Alors suivez avec moi les mouvements de la souris. Je vais donc suivre les différents feuillets. Là, c'est le péritoine diaphragmatique qui va se réfléchir et donner la séreuse antérieure de l'estomac, le péritoine viscéral antérieur de l'estomac. Il va déborder l'estomac, il va se rabattre par la suite, il revient pour devenir le péritoine postérieur du pancréas. Et par la suite, le péritoine pariétal postérieur. Le deuxième feuillet qui est là part de la face postérieure de l'estomac, déborde l'estomac en bas, remonte par la suite pour devenir le péritoine antérieur du pancréas. Donc le péritoine antérieur de l'estomac devient le péritoine postérieur du pancréas et le péritoine postérieur de l'estomac devient le péritoine antérieur du pancréas. C'est inversé. Ce qui fait que là, prolongement inférieur, tout ça, c'est en fait 4 feuillets. Le prolongement du feuillet antérieur, du feuillet postérieur de l'estomac, du feuillet antérieur et du feuillet postérieur du pancréas. Ça nous fait 4 feuillets. Et 4 feuillets, ça veut dire que c'est du péritoine, ça provient de l'estomac. Et notre séreuse, nous, les chirurgiens ou les anatomistes, pour notre péritoine viscéral, c'est la séreuse des histologistes, des anatomopathologistes. Donc, vous comprenez pourquoi que lorsqu'on fait une gastrectomie totale pour un cancer de l'estomac, il faut enlever le grand épiplan, parce que le grand épiplan, c'est le prolongement du péritoine viscéral de la séreuse de l'estomac. Alors qu'une omontectomie ne s'impose pas lorsqu'on fait une colectomie, parce que ce n'est pas un organe colique, c'est un organe gastrique. Bien sûr que maintenant, on a démontré qu'il y a toujours une invasion lymphatique du grand épiplan lors des cancers du côlon et que, grosso modo, on enlève la partie du grand épiplan qui va avec. Mais bon. Donc, ce grand épiplan ou cette poche épiploïque, ce n'est que le prolongement de ces 4 feuillets.
Alors, regardez également, toujours sur le même schéma, que au-dessous, là, vous avez le côlon transverse avec le mésocolon transverse. Ce que vous pouvez faire, et là, sur pratiquement le même schéma, donc là, ce sont les 4 feuillets, les 2 gastriques, les 2 pancréatiques. Et là, vous avez l'obligation d'aller accéder à l'arrière cavité des épiplans parce que vous allez suturer une plaie de la face postérieure de l'estomac ou parce que vous allez opérer le pancréas. Vous faites ce qu'on appelle un décollement colo-épiploïque. Alors, c'est quoi le décollement colo-épiploïque? Vous allez soulever le grand épiplan vers le haut. Vous allez dans cet angle-là entre le grand épiplan et le côlon transverse et décoller cet espace avasculaire entre le côlon transverse et ces 2 feuillets-là. Alors, si vous continuez à décoller normalement dans cet espace, vous allez finir sur la table opératoire et non pas dans l'arrière cavité des épiplans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas un décollement. C'est un décollement, un double mouvement, c'est un décollement section. Pourquoi? Parce que là, vous décollez. Et à un certain moment, regardez, je vais essayer de faire un truc avec un stylo, voilà. Alors là, vous décollez, vous décollez, vous décollez, vous décollez, mais à un certain moment, il faut couper ces 2 feuillets pour aller dans l'arrière cavité des épiplans. Si vous ne coupez pas les feuillets, vous allez toujours dans cet espace, vous allez vous retrouver dans le rétropéritoine, derrière le pancréas, dans la cavité rétropéritonéale. Donc, c'est un décollement colo-épiploïque, mais par la suite une section de ces 2 feuillets de l'arrière cavité des épiplans pour se trouver dans l'arrière cavité des épiplans. Pour la rate, alors je reprends la même vidéo de tout à l'heure, c'est-à-dire une rate qui était sagittale médiane, qui va être poussée par le développement du foie pour qu'elle soit dans l'hypocondre gauche. Et là, vous avez ici l'arrière cavité des épiplans. Le pancréas va être là. Et le repli du péritoine qui est entre le pancréas et la rate, vous vous en doutez, ça va être l'épiplan pancréatico-splénique. Alors imaginez que la rate est là, l'artère splénique qui vient de l'aorte ici, du tronc cœliaque, va aller vers la rate. Donc là, c'est l'épiplan pancréatico-splénique. Et là, cet épiplan, c'est entre la rate et l'estomac, c'est l'épiplan gastro-splénique, dans lequel vous allez avoir les vaisseaux courts de l'estomac. Alors, faire une splénectomie, que ce soit en urgence à but hémostatique ou à froid pour des pathologies hématologiques ou spléniques, préférentiellement par voie célioscopique maintenant, nous impose à aller tout d'abord couper les vaisseaux de la rate et par la suite décoller les accolements péritonéaux. Alors, la chirurgie digestive, c'est généralement deux gros principes. C'est les sections des vaisseaux là où il faut et les décollements dans les plans avasculaires, c'est-à-dire les décollements péritonéaux. Alors, à chaque fois, une colectomie, ce sont des ligatures des vaisseaux coliques et une des décollements coliques, etc., etc. Pour le pancréas, pour le duodénum, c'est valable pour tous les organes. Donc là, imaginez qu'on va pénétrer à l'intérieur de la cavité péritonéale par des trocars ou par une incision. On va se trouver là. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, on va couper ici, ligaturer pour ouvrir le ligament gastro-splénique. Et là, on est quasiment sur l'arrière cavité des épiplans et on a un accès direct sur donc, le ligament pancréatico-splénique ou l'épiplan pancréatico-splénique et on a un accès direct sur le pédicule splénique, sur l'artère et la veine splénique. Alors, si on ligature, si on sécurise donc ici le ligament gastro-splénique et par la suite le pancréatico-splénique, les attaches vasculaires de la rate ont été donc ligaturées. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est décoller la rate ou décoller les accolements de la rate pour donc l'enlever. Et là, regardez ces 2 schémas. Vous avez tout d'abord le schéma numéro 1
en vert plein ici, c'est l'accolement des feuillets du péritoine splénique et du péritoine postérieur du pancréas avec le péritoine pariétal postérieur. Là, vous voyez le rein, la surrénale gauche, et là, vous avez un accolement complet. Alors que le schéma numéro 2, vous avez un accolement moins important. C'est pour ça que dans quelques cas, vous allez trouver quasiment une rate mobile. Encore mieux, le cas numéro 3 ou le cas numéro 4, vous allez quasiment un accolement partiel. Alors regardez, pour faire votre splénectomie dans le cas numéro 1, vous devez tout d'abord ouvrir le ligament gastrosplénique et ligaturer ici les vaisseaux courts. Par la suite, vous allez exposer le ligament pancréatico-splénique entre le pancréas et la rate, ligaturer les vaisseaux spléniques. Mais si vous faites ça, la rate est toujours en place parce qu'elle est fixée par ses accolements. Ce que vous allez faire par la suite, vous allez empaumer la rate si vous êtes en chirurgie à ciel ouvert ou sinon en cellio, ça va tout seul. Et puis vous allez décoller tout cet espace d'accolement pour enlever la pièce. Alors vous comprenez également que le danger principal lorsque vous faites une splénectomie, c'est de faire une splénectomie intentionnelle, enfin, pas d'une façon intentionnelle, mais vraiment par accidentellement élargie à la queue de la rate, la queue du pancréas, parce que là, la queue du pancréas dans l'épiplan pancréatico-splénique peut aller même à la plan du hile splénique. Et faites attention, lorsque vous ligaturez les vaisseaux spléniques, vous ne devez pas faire une pancréatectomie caudale sans le savoir, parce que votre malade fera éventuellement une fistule pancréatique en post-opératoire. Alors pour le duodénopancréas, c'est le bloc duodénopancréatique. Et là, Jean-Marc Chevalier a toujours posé une très bonne question. Le pancréas est-il intra ou rétropéritonéal? On va essayer de répondre à cette question. Alors là, vous avez une coupe qui passe par le cadre du duodénopancréatique primitif avec l'avant par là, l'arrière par là, l'aorte primitive, le pancréas et le duodénum. Alors, le duodénum et en arrière de lui, le bourgeon pancréatique. Alors, lors du développement de ce bourgeon duodénopancréatique, il faut savoir que le duodénum va se pariétaliser vers la droite. Ça, vous le savez. Vous avez le duodénum qui est au-dessous du foie et du côté droit. Donc, le duodénum va subir une rotation vers la droite, de façon que cette face, ce bord droit du pancréas va devenir le bord postérieur, et ce bord gauche du pancréas primitif va devenir la face antérieure. Regardez. Voilà, donc le duodénum qui va se placer à droite. Là, c'est la face antérieure du pancréas, définitivement, avec le péritoine qui est juste en avant. Et là, c'est la face postérieure avec le péritoine qui est juste en arrière. Et là, vous voyez, le pancréas, là, à ce niveau, est un organe qui est recouvert de péritoine. Là, je vais prendre le péritoine pariétal. Je vais arriver jusqu'à l'aorte, je fais le tour, le mésopancréatique et par la suite le péritoine pancréatico-duodénal. Je reviens et je ne lève pas la main. Donc, voilà. Donc, j'aurai le duodénum. Alors, le pancréas, la partie qui est à droite de l'aorte, c'est le pancréas droit, c'est-à-dire la tête du pancréas. La partie strictement médiane qui est en avant des gros vaisseaux, on verra par la suite, enfin en avant de la mésentérique supérieure, c'est l'isthme pancréatique. Et à gauche, c'est le pancréas gauche des anglo-saxons, c'est le corps et la queue du pancréas. Vous savez, les anglo-saxons divisent le pancréas en deux. Le pancréas A, c'est-à-dire à droite de la ligne médiane, c'est la partie céphalo-ismique, et le pancréas B, c'est la partie à gauche de la ligne médiane, c'est le pancréas corporeo-caudal. Alors là, ce que je dois vous montrer, c'est l'apparition de ces cellules mésenchymateuses qui vont coloniser cet infime espace entre la face postérieure du pancréas et le péritoine pariétal postérieur. Regardez. Et là, vous allez avoir l'impression que chez l'adulte,
quand vous allez rentrer dans la cavité péritonéale, ouvrir l'arrière cavité des épiplanques, le péritoine pariétal postérieur définitif, il passe en avant du pancréas. Alors que réellement, il y avait ici deux feuillets qui ont fini par fusionner l'un à l'autre et être colonisés par des cellules mésenchymateuses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous faites les décollements derrière le pancréas, soit le décollement de Kocher, c'est-à-dire derrière le duodénum et derrière la tête du pancréas, ou le décollement de l'autre fascia du côté gauche. Et là, on a un argument qui peut nous rassurer que ce pancréas est un organe, on peut le considérer comme un organe secondairement rétro-péritonisé, parce que c'est un organe recouvert de péritoine de ses deux côtés, mais à cause de sa pariétalisation postérieure, le péritoine, les deux feuillets du péritoine ont fusionné, on a eu l'impression que le péritoine pariétal définitif passe en avant du pancréas. Alors, je termine par l'organogenèse de l'anse mésentérique. Alors, l'anse mésentérique ou l'intestin, je parle surtout de l'intestin grêle et du côlon. Alors, regardez cette vue microscopique. Vous avez le mégafoie qui occupe la majeure partie de la cavité abdominale. Là, c'est le bourgeon cardiaque. Et à ce moment du développement embryonnaire, la paroi abdominale antérieure ne s'est pas encore formée. Et c'est pour ça que l'intestin, qui ne trouve pas de la place pour se développer à l'intérieur de la cavité péritonéale, va être obligé à quitter la cavité péritonéale et se développer dans la vésicule vitile, dans la cavité amniotique. Et c'est ce qu'on appelle la hernie physiologique. Alors, au fur et à mesure du développement, la taille relative du foie par rapport au développement de l'embryon va diminuer. L'intestin va avoir de la place, il va réintégrer la cavité péritonéale et c'est par la suite que la paroi abdominale se referme. Alors, s'il y a un défaut de fermeture de la paroi abdominale antérieure avec de l'intestin qui reste en dehors, vous savez quelles sont les malformations qui en découlent, comme les laparoschisis ou les omphalocèles, etc., etc. Alors, cette anse ombilicale ou cette anse mésentérique qui va donner l'intestin grêle et la majeure partie du côlon se développe donc à l'extérieur de la cavité péritonéale. Alors là, je vais vous montrer les différentes phases de développement de l'anse mésentérique ou de l'anse ombilicale. Regardez, là vous avez l'aorte dorsale, l'aorte primitive, l'artère mésentérique supérieure qui forme une sorte d'axe autour duquel l'intestin va tourner. Et on a tous vu ça sur les bouquins. On nous dit que l'intestin primitif ou l'anse mésentérique effectue une série de 4 rotations de 90 degrés chacune dans le sens anti-horaire, embryon vu de face. C'est trop long et parfois c'est un peu difficile à expliquer. On va essayer de simplifier ça par des vidéos, des reconstructions en 3D. Alors là, vous avez... Alors, essayez de suivre cette explication tout d'abord. Alors là, vous avez l'anse ombilicale ou l'anse mésentérique. Le bras supérieur va donner le futur intestin grêle. Le bras inférieur va donner la future dernière anse iléale et le côlon jusqu'à l'angle colique gauche. Donc là, c'est l'angle colique gauche et puis côlon descendant jusqu'au rectum. Donc vous avez deux bras, un bras supérieur et un bras inférieur centrés par l'artère mésentérique supérieure. 3 points clés, regardez. Vous avez le sommet de l'anse, c'est-à-dire là où il y a l'artère mésentérique supérieure, le point de l'angle du duodénal et le deuxième point de l'angle colique gauche. La première rotation est une rotation de 90 degrés, de façon que la branche supérieure va se placer à droite et la branche inférieure va se placer à gauche de l'artère mésentérique supérieure. Donc ça, c'est la première phase. Vous aviez une anse au-dessus et l'autre au-dessous de l'artère mésentérique, 90 degrés. Vous allez avoir donc l'anse supérieure qui devient droite et l'anse inférieure qui devient gauche. Alors, regardez également que vous avez une apparition d'un petit bourgeon ici, c'est le bourgeon du cécum. Là, l'estomac qui commence à prendre forme, le cadre duodénal qui commence à prendre forme, ce n'était pas le cas.
Et là, l'angle colique gauche qui commence à migrer vers sa situation définitive. Ça, c'est la première rotation. De la première rotation, on va effectuer encore une rotation de 90 degrés dans le même sens, anti-horaire, de façon que l'anse qui était supérieure par la suite droite va devenir inférieure et l'anse qui était inférieure va devenir supérieure. C'est à 180 degrés au total. Regardez. Donc l'anse supérieure, inférieure est devenue l'anse supérieure et l'anse supérieure est devenue l'anse inférieure. C'est tout là, vous avez toujours le sécom. Ça, c'est le D1, D2, D3 et le D3 qui va passer derrière l'artère mésentérique supérieure. Ce n'était pas le cas au départ, regardez. Là, vous avez le médium ici, l'artère mésentérique supérieure là. Alors que chez l'adulte, l'artère mésentérique passe en avant du D3. Donc, ça fait partie de cette phase de développement, le passage rétro-mésentérique du troisième duodénum. Et là, au bout de la deuxième rotation, l'angle colique gauche est quasiment dans sa position définitive, le sécom qui commence à être bien visible, le rectum est là, il a pris position, et l'intestin grêle va occuper le centre de l'étage sous-mésoconique. Alors, la troisième rotation, c'est encore un 90 degrés dans le sens anti-horaire. Enfin, certains disent 45 degrés, mais moi je dis plutôt c'est pas une rotation autant plutôt un allongement du côlon transverse qui va pousser le bourgeon sécal au-dessous du foie et un allongement de l'intestin grêle. Je pense que c'est ça plus qu'une rotation. Hein. Voilà. Et la quatrième rotation, ce n'est pas, enfin à mon sens également, ce n'est pas une rotation, c'est plutôt une descente du sécom dans la fosse iliaque droite. Pourquoi? Parce qu'il va être piégé à gauche par le côlon transverse, en haut par le foie et à droite par la paroi abdominale. Alors, s'il va y avoir un phénomène d'allongement et de développement de l'intestin, le sécom n'a pas le choix à part que descendre dans la fosse iliaque droite. C'est pour ça qu'un sécom sous-hépatique est une sorte de malrotation de l'intestin. Alors là, je vais mettre les 4 phases sur une même vidéo. Regardez. Première rotation, deuxième, troisième, et descendre du sécom dans la fosse iliaque droite. Alors ça c'est le premier, enfin c'est le premier principe du développement de l'intestin, c'est-à-dire un intestin qui tourne et qui s'allonge. Et avant de passer au deuxième principe, qui est le principe d'un intestin qui s'accole, juste une petite remarque. Regardez, vous avez ici l'artère mésentérique supérieure qui se termine au niveau du sommet de cet anse ombilical. Et j'ai parlé de ce bourgeon sécal qui est juste là. Alors, il y a un canal qui fait communiquer. Alors, je suis obligé là de revenir vers les premiers schémas pour vous expliquer ça rapidement. Alors, regardez ici. Là, vous avez l'anse supérieure, l'intestin grêle, la dernière anse, le bourgeon sécal. Et regardez ce canal qu'on appelle le canal omphalo-mésentérique qui fait communiquer l'intestin avec le cordon ombilical. Alors, en fait, l'artère mésentérique supérieure se termine toujours au niveau de ce point. Et ce canal n'existe pas chez l'adulte parce que le cordon ombilical tombe. Alors, si ce canal ne disparaît pas totalement, il va laisser la place à un petit diverticule, c'est le diverticule de Meckel. Alors, le diverticule de Meckel, en fait, c'est une absence de chute de ce canal embryonnaire. Et c'est pour ça qu'on dit que le diverticule de Meckel existe à 60 à 80 cm de la valvule iliocécale. Pour être précis, le diverticule de Meckel, s'il existe, se projette toujours en regard de la terminaison de la mésentérique supérieure, parce que la terminaison de la mésentérique supérieure est un point fixe, parce que c'est l'axe de rotation des deux anses. Alors, j'ai dit que le développement de l'intestin grêle et côlon, et surtout le côlon, obéit à 2 principes. Un premier principe d'allongement et un deuxième principe d'accolement. Pourquoi il y a un principe d'accolement? Parce que tout simplement, le côlon qui a été obligé de se placer sur les côtés droits
et gauche va être en contact du péritoine parietal postérieur. Et en fait, Rouvière et Told avaient avancé une théorie qui postule que tout feuillet péritonéal se trouvant en contact d'un autre feuillet péritonéal, et si les organes sont immobiles, les feuillets finissent par s'accoler. C'est pour ça que là, vous avez le côlon ascendant sur la coupe, le péritoine, donc le méso du côlon, qui va se prolonger par le feuillet viscéral du péritoine colique, revenir par la suite pour avoir le feuillet antérieur du mésocolique. Alors, ce feuillet vert foncé et le péritoine pariétal dorsal se trouvent en contact, ils finissent par s'accoler et donner un accolement avasculaire. C'est l'accolement du fascia de Toll. Alors, lorsqu'on veut faire une colectomie, on va accéder toujours par cette gouttière pariétocolique, c'est-à-dire l'accollement, quand il s'arrête là, il laisse place à une gouttière. On va amorcer notre accollement dans cet espace avasculaire. Alors, on doit faire un décollement avasculaire, ça ne doit pas saigner, ça doit être facile. C'est de la mousse, c'est du péritoine, donc c'est de la mousse. Sous cellio, ça se décolle quasiment tout seul sous l'effet du gaz. À ciel ouvert, on peut pousser avec une compresse ou avec un tampon monté, mais on est toujours en espace avasculaire. Et à chaque fois que ça commence à saigner, quand vous faites un décollement, vous n'êtes pas dans le bon plan. Soit vous êtes dans le rétropéritoine, soit vous êtes dans le méso. Donc, il faut vraiment faire attention en décollant dans le bon plan. Alors, vous savez, pour les côlons droit et gauche, et là, ce n'est pas le but de cette présentation, mais pour les deux côlons droit et gauche, derrière, vous avez les reins, mais un peu plus au-dessous, vous avez l'urtère. Et un des éléments clés à repérer à chaque fois que vous faites une colectomie droite ou gauche, ce sont les urtères droit et gauche. Et vous savez, l'urtère, on le repère facilement grâce à sa couleur, à sa consistance, mais aussi à son caractère musculaire. Donc, à chaque fois qu'on tape dessus, il va donc commencer à faire des petites ondes de péristaltique. Nous, on dit que l'urtère repte comme un serpent. Alors, si l'intestin s'arrête de tourner à un stade précoce, par exemple, là, dans ce cas-là, vous avez l'anse supérieure, le futur grêle, et l'anse inférieure, le futur côlon, avec la mésentérique supérieure au centre, se sont arrêtés de tourner au bout de la première rotation de 90 degrés. On aura, à la naissance, tout l'intestin grêle qui est à droite de la ligne médiane, tout le côlon qui est à gauche de la ligne médiane. Il n'y a pas de cadre duodénal, il n'y a pas de détroit derrière la mésentérique supérieure, c'est ce qu'on appelle la mésentère commun complet. Le radiologue va le savoir parce qu'il va avoir la masse grélique à droite, il n'y a pas d'angle colique droit, tout le côlon il est à gauche de la ligne médiane et surtout il n'y a pas de passage rétro-mésentérique du détroit. Alors, ce schéma peut rester asymptomatique toute la vie. Ce n'est peut-être qu'à l'occasion d'une exploration abdominale ou d'une douleur abdominale qu'on tombe parfois fortuitement sur ces arrêts de rotation qu'on appelle les mésentères communs. Là, c'est un mésentère commun complet, mais auquel s'ajoute une bride primitive, embryonnaire, qu'on appelle la bride de Lade. Et cette bride de Lade fixe l'angle colique droit au foie. Alors, cette bride de Lade, si elle existe, elle va encore aggraver la situation parce qu'elle va former une sorte d'anse de rotation ou de pied de rotation sur lequel on peut avoir un volvulus de l'intestin grêle. Alors, les deux points du volvulus sont la première anse jejunale là et l'angle colique droit là. Et puis, on aura un volvulus sur mésentère commun. Mais le schéma le plus grave, ce sont les mésentères incomplets avec arrêt de rotation à 180 degrés. Là, il y a une petite faute, c'est 180 degrés et non pas 90. Et regardez, là, vous avez l'angle colique gauche en place. Le sécom qui se dirige vers la région sous-hépatique, une petite bride d'accollement ici. Et là, regardez, cette position va amener la dernière anse iléale à côté de la première anse jejunale. Et là, il n'y a pas plus parfait pour faire un volvulus du grêle. Vous avez une anse intestinale très longue, les deux pieds sont très rapprochés, un méso très large et puis aucune fixation et ça va faire un volvulus très très facilement. Alors là, c'est les quelques orifices de la cavité péritonéale. Par exemple, là, c'est l'hiatus de Winslow. Là où je mets l'index ici, c'est-à-dire en arrière sur cette dissection cadavérique, rassurez-vous, ce n'est pas de la chirurgie.
Donc là, c'est le petit épiplan avec le pédicule hépatique. Et là, je suis derrière le pédicule hépatique, dans ce qu'on appelle l'hiatus de Winslow. Et si on pousse le doigt, on va aller même jusqu'à derrière le petit épiplan et par la suite derrière l'estomac. Alors, figurez-vous que chez certains patients obèses, on peut avoir un élargissement de cet hiatus et une incarcération de l'intestin grêle à travers cet hiatus dans l'arrière-cavité des épiplans. C'est ce qu'on appelle les hernies internes à travers l'hiatus de Winslow. Alors, le sujet qui consulte en urgence pour des douleurs abdominales, pour un arrêt des matières efficaces, pour des vomissements, l'imagerie va vous montrer de l'intestin grêle en sus mésocolique en arrière de l'estomac et vous allez suspecter très rapidement une hernie interne à travers l'hiatus de Winslow. Alors, par la suite, il faut opérer le malade, il faut désincarcérer l'intestin, vérifier la vitalité et faire des petits points pour fermer l'hiatus de Winslow pour éviter que ça se reproduise. Là, vous avez des fossettes paradiodénales, je ne vais pas m'attarder dessus. Même, on peut avoir des fossettes derrière le cécum et on peut avoir même une incarcération de l'intestin derrière le cécum. C'est ce qu'on appelle des hernies rétro-péritonéales. Je termine par un petit mot sur le mésorectum. Alors, si on suit la définition qu'un méso, c'est une lame péritonéale porte-vaisseau, pourquoi Hilde avait énoncé dans les années 80, fin des années 80, ce principe de mésorectum, alors que Rouvière, dans les années 50, avait parlé uniquement d'une gaine fibrocellulaire du rectum qui entoure le rectum. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce phénomène. Alors, tout d'abord, le cloaque primitif ou le périnée primitif est formé par deux bourgeons. D'abord, le bourgeon rectal en arrière et le sinus urogénital en avant, qui avaient un sinus commun. Mais c'est par la suite qu'à travers les plis de Tournon et de Rathke, qu'il va y avoir un cloisonnement, une séparation de la lumière digestive de la lumière urinaire. Alors, si le cloisonnement est incomplet, on aura des fistules recto-vésicales, etc. Alors, regardez ce schéma. Je vais essayer de, calque par calque, vous expliquer le phénomène de formation du mésorectum. Là, vous avez chez un embryon le rectum au milieu, et puis la paroi abdominopelvienne, abdominopérinéale, et je vais mettre en place ici le péritoine. Donc là, c'est la cavité péritonéale. Les deux cul-de-sac pararectaux de Valdeir à droite et à gauche. Et là, c'est le pelvis sous-péritonéal. Par la suite, je vais ajouter un autre feuillet qui n'est pas peut-être tout à fait connu par tout le monde. C'est ce qu'on appelle le fascia transversalis. Vous le connaissez dans le pli de laine, le fascia transversalis. Vous le connaissez au niveau de la loge rénale parce que les deux feuillets qui délimitent la loge rénale, c'est une expansion du fascia transversalis. En fait, c'est quoi le fascia transversalis? C'est une sorte d'aponévrose qui se place juste en dehors du péritoine. Donc, si on incise de dehors en dedans, on a la peau, la graisse sous-cutanée, les plans musculaires et aponévrotiques des muscles droits et des muscles larges. Et par la suite, vous avez le fascia transversalis et par la suite, vous avez le péritoine. Et puis, vous accédez dans la cavité péritonéale. Regardez, en noir, ce sont les plans cutanéo-musculaires. Par la suite, le fascia transversalis en vert et le péritoine pariétal en bleu. Et puis là, on accède à la cavité péritonéale. Alors, ce feuillet, ce fascia transversalis, descend dans le pelvis. Il va être soulevé à un certain moment par des vaisseaux et des nerfs. Ce sont les vaisseaux et les nerfs du pelvis, ce qu'on appellera par la suite les lames sacrogénico-pubiennes, dans lequel vous allez avoir, et vous allez avoir le cours avec professeur Delmas, le plexus hypogastrique inférieur. Donc, cette tente vasculaire étant soulevée, par la suite, ce fascia transversalis redescend, ça colle au rectum sur 2 cm. Et par la suite, il va se décoller de la musculeuse rectale pour se terminer sur le péritoine, sur le cul-du-sac de Valdeir, ici. Ce qui fait que vous avez ici un espace entre la musculeuse rectale et le feuillet vert. Cet espace, et comme la nature a horreur du vide, va être colonisé par de la graisse et par des vaisseaux lymphatiques. C'est ici le mésorectum. Alors, c'est quoi le mésorectum? C'est la graisse qui entoure le rectum et qui est délimitée par le fascia recti. Alors, c'est quoi le fascia recti? C'est le feuillet viscéral du fascia pelvien.
Et c'est quoi le fascia pelvien? C'est le fascia transversalis dans le pelvis. Alors, le fascia transversalis dans le pelvis, on va l'appeler le fascia pelvien. Ce feuillet, c'est le feuillet pariétal du fascia pelvien. Et ce feuillet, c'est le feuillet viscéral du fascia pelvien, qu'on appelle le fascia recti. Et quand on comprend l'embryologie et quand on comprend que le fascia recti chez l'embryon, ça colle sur les 2 derniers centimètres du rectum, par la suite il se décolle, on comprend pourquoi chez l'adulte, il n'y a pas de mésorectum sur les deux derniers centimètres du rectum. Le mésorectum disparaît sur les 2 derniers centimètres du rectum. Alors, avant les résultats de la chirurgie rectale étaient peut-être euh, euh, pas trop bonnes. Et pourquoi? Parce que les gens, quand ils opéraient les rectums, ils allaient au contact de la musculeuse rectale, ils laissaient ce mésorectum en place. Cette graisse, il la laissé en place et ça fait beaucoup de récidives locorégionales et de métastases ganglionnaires. Et puis il a dit stop, arrêtez, on va plus aller au niveau au contact de la musculeuse rectale, on va plutôt enlever le rectum avec la graisse qui l'entoure en respectant ce fascia. Et puis il a proposé de disséquer plutôt à ce niveau. Donc, il va entre les lames sacrogénito-pubiennes, entre les nerfs, enfin les vaisseaux latéralement, et puis médialement, il respecte ce feuillet, il coupe en bas, et là est née l'ère de la chirurgie rectale avec exérèse du mésorectum, ou ce qu'on appelle l'ETM, ou l'exérèse totale du mésorectum, ou la totale mésorectum excision. Voilà, donc vous voyez que la chirurgie se base toujours sur des bases anatomiques bien claires qui nécessitent beaucoup de sagesse et de respect des règles, pardon. Voilà. Vous avez là mon adresse email, c'est dr.bassemabid, ymail.com. Alors, si vous voulez, je vous envoie